Bonjour, Frédéric Thomas du Lapin Agile. C'est aujourd'hui le 26 avril et il est 17h21. Depuis le mois de début décembre dernier, j'avais envisagé de faire une prise de parole aujourd'hui suite à une invitation qui avait été faite d'organiser un anniversaire aujourd'hui au cabaret d'une personne importante qui a eu 100 ans la semaine dernière, le 18 avril. Il était question de le fêter le 19 ou bien aujourd'hui le 26. Bon, alors, de quoi s'agit-il? C'est une série de spectacles qu'on a organisés depuis 2 ans au Lapin Agile, de temps en temps. Un petit rendez-vous pour évoquer l'histoire d'une famille montmartroise et ce qu'elle a vécu et traversé depuis 1850 jusqu'en 1950 à peu près. C'est l'occasion aussi de parler de Montmartre et du Lapin Agile, de chanter des chansons, et c'est de présenter sous la forme d'une conférence documentée avec une vidéo aussi. Et ça a été très intéressant, l'occasion de développer des recherches historiques. Et aujourd'hui, avec l'auteur des livres sur l'histoire de sa famille, qui a aussi donc proposé de faire ces interventions au Lapin Agile, on a petit à petit développé l'histoire du lapin, et on projette de faire quelques spectacles à ce sujet. Et voilà où on en était au dernier spectacle, début décembre, où on a tenté de traiter l'histoire du Lapin Agile, mais on s'est aperçu que c'était quand même, ça demandait d'être scindé en plusieurs époques, parce que c'est trop difficile d'en faire le tour d'une manière chronologique. Donc on va le traiter d'une façon chronologique, en prenant quelques époques qui ont une unité historique, et jusqu'à récemment. Et puis on travaille aussi sur une approche générale, moins chronologique. Voilà. Et donc, il était question d'organiser cet anniversaire. Mais comme la salle du Lapin Agile est petite et que c'est une personne qui, quand même, a des relations et autour d'elle des personnes âgées, il était préférable de l'organiser dans un endroit pour être plus à l'aise pour recevoir du public. Donc, ça ne s'est pas fait. Entre-temps, il y a eu le coronavirus qui a changé la donne. Mais enfin, j'avais eu l'idée de profiter de cette date, de la viser un peu. Parce qu'elle a une importance particulière. Il faut dire que le sujet qu'on abordait est un sujet un peu délicat, puisqu'il s'agissait d'une famille juive et non juive, avec toutes les péripéties qu'elle a traversées, les violences subies et les résistances qui ont été faites, qui ont été prises, euh, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et donc, cette personne que nous a fait l'honneur de venir à chaque présentation, qui même elle-même est intervenue pour témoigner, travaillait à l'hôpital Rothschild dans les années 40, et donc elle faisait partie d'un réseau qui faisait qui sauvait des enfants, voilà, qui sauvait les enfants, et en lien avec OSE, une association un groupe d'organisations qui évacuait progressivement les enfants vers la Suisse. Voilà. Donc, 100 ans, c'est un chiffre important, ce qui m'a donné l'idée de faire quelque chose par rapport à ça, cette résonance. Il s'agit de Colette Brühl-Ullmann, qui elle-même a fait donc écrit un livre, et au moins un livre, et est intervenue plusieurs fois pour témoigner. Aussi, une personne proche du cabaret travaillait avec elle, le docteur Lebeau, Lebovici, qui
tel hôpital Rothschild et qui a été directement menacé d'être emmené, qui s'est réfugié précipitamment donc en 1942 lors d'une descente à l'hôpital. Il a dû se réfugier dans les combles où il est resté plusieurs semaines avant d'être exfiltré et il est venu dans la chambre, petite chambre au-dessus au Lapin Agile, au-dessus du cabaret, où il était caché et, en attendant de trouver des papiers pour pouvoir rejoindre la zone libre. Ce qu'il a fait plus tard. Et voilà, donc on s'est aperçu qu'on avait des liens, bien sûr, quantité de personnes gravitent autour du Lapin Agile. Et il y a, par rapport à aujourd'hui, pour dire les raisons qui me font intervenir aujourd'hui, il y a aussi le nom de Colette, Brühl-Ullmann. Ça évoque un souvenir de jeunesse. Quand j'avais 20-25 ans, à une amie, je m'étais confié comme ça que dans ma première jeunesse, je devais avoir dans les 10 ans, sur la terrasse de ma chambre, il y avait pas mal de fourmis et je jouais là. Par exemple, j'en supprimais quelques-unes et il m'était venu à l'idée d'utiliser du parfum avec un briquet pour les tuer plus vite et pour voilà. Bon, c'était spectaculaire et cruel en même temps, donc j'ai regretté assez vite de le faire et donc je sais pas pourquoi, c'est resté dans ma mémoire comme quelque chose de négatif et je sais pas comment m'en excuser auprès des fourmis, de la nature, voilà. Donc, j'ai suivi des cours de permaculture et il y a 2 ans et j'essaie de l'appliquer, donc peut-être ça peut recréer des conditions pour que les fourmis reviennent, voilà. Et j'ai appris des façons de la faire prendre un autre chemin, de les détourner de la maison, hein, d'autres moyens plus naturels, qui évitent de les tuer aussi. Donc, bref. Mais, là, parce que dans le nom, c'est vrai, de Brühl-Ullmann, il y a le brûlé, et il y a un mot auquel j'étais sensible, c'est Nemala, qui, si on renverse Ullmann, ça fait Nemala, et c'est le nom en hébreu de la fourmi. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion peut-être de faire une réparation par rapport à ça. Et donc comment faire une réparation habituellement, c'est de mettre en lumière. De mettre en lumière. Et là, ça m'a fait penser que je pouvais présenter, parce qu'il y a 2 façons de chanter. Qu'est-ce qu'on fait ici? On chante. Mais en fait, il y a 2 sortes de chants. Il y a le chant vocal sur la musique, et puis il y a une autre forme de chant qui a pour but de mettre en lumière les noms que l'on dit, et qu'on peut dire, comme Nemala. Et cette façon, c'est le shir en hébreu, qui veut dire aussi chanson, mais que Salomon est célèbre notamment pour avoir écrit le cantique des cantiques, le Shir HaShirim. Voilà. Donc c'est dans cet esprit-là, dans l'esprit de mettre en lumière, qu'on peut aussi chanter. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, que je ne me jette pas trop vite dans l'action, j'ai peut-être oublié des détails avant. Oui, ma grand-mère, donc, était une très bonne chanteuse, excellente chanteuse, qui est arrivée au Lapin Agile en 1938, Yvonne Darle. Et elle a tout de suite séduit Frédé, qui était déjà très âgé, malade. Il allait mourir d'ailleurs quelques mois après. Il est resté dans sa chambre, il est descendu quand il était ébloui par la voix de ma grand-mère, qui était cliente, qui passait comme ça. Et Polo, qui est le fils de Frédé, qui s'occupait du cabaret, activement, lui, elle a immédiatement engagé, on pourrait faire des affaires ensemble. Elle a répondu, je cherche à en faire. Elle a eu des rappels, elle a chanté la prière de la Tosca, des choses comme ça. Donc, et puis après, elle a commencé sa carrière, malheureusement interrompue par la guerre. Mais juste après la guerre, elle a repris et elle a notamment gagné le Grand Prix du disque. Elle a fait une carrière courte publique, mais elle a
qui a très bien marché. Elle a chanté à Amsterdam pendant plusieurs mois. Un milliardaire a reconstitué le Lapin Agile à l'intérieur et elle a gagné tellement d'argent qu'elle s'est acheté une plus belle maison de Belle-Île-en-Mer. J'ai pu passer quelques années de ma jeunesse. Pour parler un petit peu de ma vie ici au Lapin. À la disparition de ma grand-mère qui chantait très bien, commençait toute jeune dans des chorales, dès qu'elle avait 3, 4, 5 ans, elle chantait déjà. Moi, par contre, je ne fais que les écouter. Ma grand-mère, mon père, il a fait aussi le Conservatoire national de chant. Bon, mais moi, je me suis mis beaucoup plus tard, mais j'ai toujours fasciné par la voix de ma grand-mère. Et elle m'a dit alors, qui c'est qui va chanter toi, tu chanteras. Donc, bon, beaucoup plus tard, je me suis mis, mais j'ai toujours été quand même assez mélomane, enfin, attiré par la musique et la chanson. Et à la disparition de ma grand-mère, quand elle est partie en 1994, là, 2, 3 mois après, je faisais surtout du sport, des études, et je m'intéressais à la culture générale, voilà. J'ai, par les personnes qui gravitent autour du Lapin Agile, j'ai connu Dominique Aubier, dont les travaux m'ont intéressé parce que ça rejoignait un peu les recherches que je faisais à ce moment-là. Et donc je l'ai rencontrée, et j'ai appris beaucoup avec elle sur la culture hébraïque et sur donc qui m'ont amené à ouvrir plein de portes pour élargir ma culture générale. J'étais déjà d'un naturel curieux. Voilà, donc j'ai beaucoup lu dans les sciences, dans d'autres domaines. Et puis, voilà. Ce qui m'amène à revenir à Shir, de développer une autre façon de chanter aussi. Bien que je suis mis ici à chanter aussi en 94 après le décès de ma grand-mère, je me suis rapproché du lapin et j'ai commencé à apprendre à chanter avec mon père. J'ai eu quelques professeurs et puis voilà, je continue à apprendre modestement dans le but d'arriver à chanter si possible bien, j'espère y arriver un jour. Voilà. Et j'apprends la guitare. Et sinon, ben, j'essaie aussi modestement de développer l'autre façon de chanter que j'appelle Shir, qui est particulière, la mise en lumière. Alors là, on ouvre quelque chose d'inhabituel parce que ce n'est pas un domaine dont on a l'habitude de parler. C'est difficile à aborder, évidemment, parce que c'est quand même des millénaires au moins de traditions, de relais de connaissances initiatiques et qui remontent depuis que l'homme pense à l'origine de la pensée, de la conscience. Voilà, donc c'est un long, des dizaines, des milliers, depuis je ne sais pas. Et donc, le vocable shir, déjà, peut être étudié, on peut le relier à Salomon. Il y a 3 lettres qui le composent, qui est Shin, Yod, Reich. Shin étant le verbe, qui est une lettre représentée, qui fait penser à la nef de Paris, un bateau avec trois mâts, et chaque mât représentant une autre lettre, une sorte de Vav ou Zaïn, qui, comme un relais d'une mesure de cycle de vie à l'autre, comme un relais qui se fait. Alors ça se fait au sein d'un cycle, plusieurs étapes d'un cycle, et aussi ça peut se faire donc de cycle de transmission aussi. Donc Shin, le verbe, qui s'articule en 3 mouvements, un rythme ternaire, puis ensuite le Yod qui est l'énergie. Alors cette énergie, elle circule aussi sur les petites les mâts, ce fameux 3 mâts qui voguent sans couler sur l'eau de la mémoire. C'est Vavim, c'est Vav, petit Vav, on a un point représenté au-dessus qui représente l'énergie et qui circule de droite à gauche. Le sens de l'écriture est de droite à gauche. Donc voilà. Et quand le point arrive sur la branche ou le mât le plus avancé, on nomme la lettre Sin. Sin, d'accord. Bon, ouais.
Donc l'énergie passe du shir, elle passe du shin, vers, donc elle sort du shin, c'est un iode, qui est un point d'énergie qui circule, représenté un peu, qui ressemble un peu à un oiseau, voilà, qui circule, et qui arrive sur la lettre Reich, qui représente la structure du cerveau. Le cerveau, Reich, ça veut dire bon, la structure corticale. Voilà. Le verbe, la structure corticale. Donc le champ du cerveau, on pourrait dire. Habilité à faire de la lumière. Oui. Donc je vais parler de Nemala. Nemala s'écrit en 4 lettres. Il y a Nun, la première, dans ce sens-là. Mem, deuxième lettre. Lamed et E. Alors, Nun, c'est une lettre qui signifie l'homme civilisé. Il faut voir que l'alphabet hébreu est un système, en particularité d'être pas seulement des lettres qui sont des phonèmes, mais c'est aussi un système, et chaque lettre a du sens, et l'ensemble des lettres ensemble et entre elles ont du sens. Donc, ce système qui fait sens a une circulation de sens, et aussi pour représenter un ensemble, une sorte de cycle modèle, où l'énergie circule et le temps se développe, il y a une flèche du temps. Et il y a un certain nombre de lettres, il y en a 22, hein, 27, 22 principalement, si on compte. Et donc il y a une progression comme ça, et chaque lettre représentant un palier de l'échelle. Et on arrive à un moment donné à une lettre qui est Nun, où une certaine évolution interacquise, on arrive, analogiquement, d'ailleurs on appelle ça le Nun, c'est l'homme civilisé, l'état civilisé. Bon, après on a Mem, la lettre Mem, qui signifie le monde dans sa dimension universelle, étendue du monde, c'est une universalité. Et ensuite on a la lettre Lamed, qui, ça veut dire l'enseignement, la compréhension de l'enseignement. Et puis ensuite la lettre E, qui est composée de deux côtés, qui montre la gauche et la droite, dans un cycle, il y a une gauche et une droite, comme ils sont constitués d'une gauche et d'une droite. Tout cycle est constitué d'une gauche et d'une droite. Donc la sagesse que Salomon avait trouvée dans cette formule, qui est le nom de la fourmi, c'est que l'homme civilisé, dans le monde, dans l'universel, niveau universel, apprend, est enseigné par la gauche et la droite. Ben ça, je ne l'ai pas inventé, j'ai lu ça chez Dominique Aubier. C'est vérifiable, je pense, dans la tradition. Et puis, c'est une manière de prendre le symbole qu'avait la fourmi, le nom de la fourmi, pour en faire une force dans la manière qu'on a de vivre. Alors, c'est Salomon qui l'avait mis en avant, cette formule, comme une formule importante de sagesse, et Salomon, lui, son nom c'est Shlomo, qui commence par un shin, puis un lamed, puis un mem, puis un e. Alors le shin c'est le verbe, lamed c'est l'enseignement, mem c'est le monde universel, et c'est la gauche et la droite, ok, c'est un cycle ouvert. Alors, Shama, shin mem, Shama, veut dire entendre, écouter. Et on dit que Salomon aurait demandé à Dieu qu'il ait, quand il écoute, la capacité d'en tirer enseignement, à chaque fois qu'il écoute qu'il entend quelque chose. Donc c'est pourquoi son nom comprend entre le shin et le mem un lamed, enseignement. Et Shem, Hachem, c'est aussi le nom, c'est d'ailleurs le nom d'une immanence, de l'immanence, Hachem on dit. Et donc voilà, c'est important, le nom, l'écoute.
Et tout ça est lié. Aussi le shir, dont je parlais, qui est la mise en lumière du nom. Alors, pour ne pas aller trop vite, et pour ne pas précipiter, je vais faire une pause. Après avoir parlé du mala, je vais donc devoir parler de shir. C'est logique, j'en ai parlé aussi. Donc le shin yod resh. Et je dirais aussi que chaque lettre est composée de plusieurs lettres. En général, il y a une racine trilitère, 3 lettres pour former un mot, un terme. Et les lettres aussi sont composées de 2, 3 lettres. Bien souvent. Comme Nun, Nun, Vav, Nun, Mem, Lamed, Lamed, Mem, Dalet, par exemple, Shin, Shin, Yod, Nun, Reich, Reich, Yod, Shin, 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 Yod, Nun, voilà, c'est pour dire. Donc, Shir est un mot composé de lettres, et il renvoie quand même à l'origine, premier mot de la Bible, Bereshit. Bereshit est composé de 5 lettres, 6 ou 7 lettres, 6. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Et on dit, Dominique Aubier l'a expliqué dans ses dernières interventions, qu'à l'intérieur du bet, il y a un point. Ce point est très important, et le bet inaugural, qui est très grand au début de la Torah, est composé d'un point qui serait une énergie. Comme elle rentre, on la voit apparaître au début du mot, le mot formant lui-même un cycle, et il ressort à la fin du cycle, juste avant le table, qui est la porte de sortie. Alors, Bereshit est composé de Beit, le terme Bet, qui s'écrit Bet Yod Tav. Donc, le début, la lettre qui ouvre le cycle, et le Tav à la fin. Dans tout ce cycle circule une énergie, à l'intérieur de laquelle, dans le mot Bereshit, dans cet contenant qu'est le Bet, il y a Rosh écrit, Reich, Aleph, Shin, qui veut dire Rosh, qui veut dire le cerveau. Donc, à l'intérieur de nos commencements, dans la structure qui reçoit la maison, le contenant initial, il y a Rosh, le cerveau. Il est présent. Et là, on est amené à la notion de cycle, à le côté fractal de la connaissance, où c'est le même modèle qui est derrière chaque cycle, qu'il soit à l'intérieur d'un plus grand cycle ou qu'ils comprennent plusieurs cycles, qui eux-mêmes portent ce modèle. Ça, c'est une notion fondamentale des connaissances initiatiques. De la pensée du côté droit, qui est la pensée du côté gauche, qui est la pensée où prend les informations, comme Didier Deschamps s'applique à prendre toutes les informations pour ensuite élaborer une stratégie, comme le fait la science, systématiquement, c'est très important. Et puis il y a la pensée de droite, qui est là pour assimiler, qui dispose de critères qui vont assimiler ce qu'on a toutes les informations qu'on a recueillies pour en tirer un enseignement. Voilà. Donc j'en étais à parler de Bereshit et du fait que c'est cyclique. Et à l'intérieur de ce cycle, quand on arrive à la fin d'un cycle, et là ça va m'obliger de parler du système, de l'alphabet, et à la fin de ce cycle, on revient en arrière avec la mémoire pour
quand on a récolté tout, quand tout s'est développé, on revient en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé, toutes les informations qu'on a eues, et un travail de mémoire et un travail d'intégration de ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans Bereshit? À la fin, quand on arrive à Tav, on se retourne, et le Tav porte d'ailleurs une branche vers le bas, un Vav vers le bas, Vavim, qui fait comme si on se retournait, et on récupère un peu tout ce qu'on a vu avant, donc on fait un chemin inverse. Donc on va de Bereshit passer à du Tav, on va retourner rapidement à Shin Aleph, entre parenthèses, Shin Reich. Yod Shin Reich, vers le bet initial. Et là, on va être amené à considérer l'origine. Et on va utiliser les développements du cycle pour les ramener, pour comprendre mieux l'origine. C'est ce qu'on fait à chaque fois où, si vous voulez, dans un cycle, un événement, les derniers développements vont nous permettre de comprendre les informations qui sont apparues au départ, qui sont commencées à s'installer subrepticement. Ça, c'est une démarche très importante et qu'on retrouve aussi dans la logique de Shir, où on utilise l'intelligence du verbe, le Shi, le reporte sur le Reich, la structure et ce qui est venu s'installer dans cette structure où sont développées les choses de l'événement. Voilà. Pour parler de la stratégie générale qu'on utilise, où on replie les derniers développements sur les prémices de ce qui s'est développé. Et on est tous invités à le faire dans notre vie. Ça, c'est un petit peu de mettre en lumière les choses. Dans chaque événement, on est invité à utiliser sa mémoire. On vit ce qui se passe dans l'événement. On le vit, donc là, il faut être très présent pour vivre. On recueille les informations. Mais aussi, on essaie d'en tirer l'enseignement à un moment donné. On fait une pause et on revient en arrière pour assimiler ce qui s'est passé. À tout moment. Ce que faisait probablement Salomon. Il était conscient qu'il fallait regarder avec la gauche et la droite. Et puis à la fin, voilà, il faisait les opérations. C'est un moyen de se souvenir qu'on doit procéder toujours comme ça. Mais si on fait ça toute sa vie, peut-être on évite de rater des occasions. Et à la fin de sa vie, quand on fait un grand bilan, on appelle un bilan, mais on dispose de tout ce qu'on a fait avant, on est à suivre le sens constamment, mais on a un meilleur. Ça facilite les choses, grandement. Là, j'aurais bien aimé le faire plus tôt. J'aurais aimé apprendre à chanter plus tôt, j'aurais aimé apprendre à danser quand j'avais 5 ans, comme je vois dans les films indiens. Dans les villages, ils dansent déjà. J'aurais aimé tellement avoir ma sensibilité plus en éveil plus tôt, pour profiter au mieux de la vie, bien sûr. Enfin, il faut être jamais trop tard, comme on dit. Donc, voilà la philosophie de ce retour en arrière qu'on fait, donc, qui a été fait et que les initiés se sont aperçus qu'ils devaient faire. Ils se sont fait ce retour en arrière, cette boucle réflexive, boucle de réflexion. Alors Dominique Aubier prend un terme pour ça, il dit le bip et le bop. Le bip, c'est quand les informations arrivent. Prenons l'exemple d'un événement, avant de constituer ce qui va devenir l'événement. Ou dans une vie, le début d'une vie, la jeunesse, l'enfance, on se dépose des informations, la jeunesse, où on vit le côté magique de ces premières informations, puis ça c'est le bip, et dans le bop, il y a les développements. Dans la vie adulte, voilà, on développe et on vit les choses dans tous les domaines qui sont ouverts, on va jusqu'au bout, et puis jusqu'au moment où ça y est, on est arrivé au bout. Et là, attention, là on est dans le BOP, la phase d'expansion, de développement. Et à un moment donné, dans le BOP, il va falloir se retourner pour tirer la leçon de ce qui s'est passé. On va replier le BOP sur le BIP. Et là, il devrait y avoir cette réflexion, comme l'idée de se fléchir. On va s'asseoir, comme elle parle de yeshiva, le shin sur le bet. Et voilà, pour tirer la leçon. Et pouvoir aller dans le cycle suivant. C'est important de le faire, c'est un enseignement. Voilà, donc, pour revenir à Bereshit, effectivement, vous allez voir
je profite pour signaler que le terme a donné un terme, hein, Yachar, par exemple, en partant à l'envers de Bereshit, vers le bête. J'avais préparé un petit papier. Je ne sais pas l'utiliser, mais bon, puisque j'ai préparé, quand même. Là, on voit un peu Bereshit. Ouais. Voilà le bête, Reich, Aleph, Shin, Yod, Tav. Alors, si on revient en arrière, du Shin vers le Reich et vers le Yod au départ. Le Yod qui sort, le Yod au départ qui. Voilà. Et donc, on va dans ce sens-là. Et Yachar, c'est la droiture. Donc, sous-entendu que c'est un comportement droit, de droiture, que d'aller dans ce sens-là à la fin du cycle. Voilà. Yachar, Yeshurun, qui définit aussi le peuple juif, qui, dans le cadre de la tradition hébraïque, a opéré ce mouvement typiquement initiatique, de retour à l'origine. Voilà. Et autre chose aussi, c'est que du coup, pour les initiés ou les personnes qui s'intéressent à la connaissance, à la conscience, à aiguiser leur conscience, ben l'origine va vraiment venir à un point très important. Et à chaque fois qu'il y aura des développements de la vie va se développer, la vie elle-même qui nous enseigne, eh bien, on va avoir des éclaircissements toujours plus importants sur cette origine. Et on peut parler de ce point. Alors, il y a deux critères très importants, si j'ai bien compris, dans la façon droitière de penser, qu'on appelle le qui sait, que Dominique appelle le qui sait par rapport au qui fait. C'est de considérer qu'il y a deux critères les plus importants, c'est le système et la structure. Et il y a dans le Zohar, un texte fondateur de la Kabbale, puisqu'on fondateur, c'est peut-être la somme, la synthèse de la Kabbale, en Espagne, au XIIIe siècle, parce que la Kabbale a commencé en Palestine, c'est un commentaire, sur des commentaires, sur des commentaires, sur des commentaires de la Bible, de la Torah, des Tanaïm, et qui donc s'est développée beaucoup, et au fil des siècles, ça a toujours été présente, en tout cas en Espagne ou dans le sud de la France, et en France, même toute la France, hein. Et qui est donné une somme, le Zohar, qui dit qu'au début, quand Dieu, Dieu qui est au-delà de toute perception, jouait avec, prenait un énorme plaisir infini à considérer les lettres et leur extraordinaire potentiel et tout le sens extraordinaire que chacune avait en elle et les unes avec les autres. Et il a décidé de les convoquer, de les mettre dans un certain ordre, les ordonner, pour lancer la création. Elle les a appelées les unes après les autres, de la dernière à la première, parce que la dernière allait devenir la première. Il a commencé par convoquer Tav, et puis finalement, c'est la dernière qui s'est présentée, Beth, qui a été choisie pour fonder l'univers créé, qui va servir de base et de structure et de maison, de contenant. Voilà pourquoi elle est au début. Mais une lettre est oubliée, elle ne s'est pas manifestée, c'est Aleph. Alors dis-toi, Aleph, que fais-tu? Pourquoi ne t'es-tu pas manifesté? Parce qu'elle était humble et modeste. Et donc il l'a convoquée, il a dis-toi, tu sauras l'unité. En toi sera tout le système de l'alphabet. Voilà. Donc on pourrait dire la lettre 0, enfin elle s'appelle d'ailleurs 0 mais 1, parce que chaque lettre a un rang, donc le rang 1. Rang 2 c'est bête, etc. jusqu'au Tav, qui est la 22e. Alors ça permet de rapidement parler de l'alphabet. J'ai fait un dessin de l'alphabet d'ailleurs. Un petit dessin de l'alphabet, voilà. Si on le voit.
Voilà. Aleph étant le début, la première. Ouais. Bet étant celle qui contient, la deuxième. Numéro 2, P 3, 4, il y en a plusieurs comme ça. On peut la monter rapidement. Il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet et, j'ai parlé du E, Vav, j'ai parlé du Vav, Zain, presque un Vav, Chet, Tet, Yod, j'ai parlé du Yod, Kaf. Alors là, on rentre dans le BOP, la partie de développement, si on peut dire. Hein. Parce qu'au début, il y a. Si on prend une analogie avec la vie d'un homme, d'une femme, donc on a la prime jeunesse avec les informations qui rentrent, 4 premières lettres. Puis la jeunesse, la magie de la jeunesse qui s'installe, et on se passe les choses qui vont fonder la suite, hein, les prémices. Et puis après, l'énergie va sauter dans le sous-cycle suivant, le deuxième partie, la deuxième instance du cycle général, et il va y avoir un développement, on rentre dans le BOP, dit Dominique Aubier, avec Kaf, Lamed, Mem, dont j'ai parlé de ces lettres. Hein. Kaf, Lamed, Mem, Nun, disait l'homme civilisé, et après Samer, Ayin, P, Sadé, et on passe dans le côté où on va se souvenir, mémoriser, et faire des opérations d'intégration, d'assimilation de l'ensemble de ce qui s'est passé, parce qu'il y a un arrêt à ce niveau-là, qui sont Kof, Reich, Shin, Tav. On retrouve. Voilà. Effectivement, les lettres qu'on voit à la fin, Kof, Reich, Shin, Tav et Aleph, Bet, les lettres sont dans Bereshit aussi. On signale. Ben oui, c'est un cycle, forme un cycle en soi très élémentaire, basique. Alors, on voit aussi d'autres lettres qui se baladent là. Ces lettres-là, en fait, il y a des lettres doubles. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette deuxième partie de développement, il y a une expansion qui se fait. Comme dans la vie, on fait des développements. Alors ça, c'est représenté par des lettres qui ont une circulation horizontale, on pourrait dire un développement horizontal des choses, d'expériences de la vie. Alors, il y a 4 étapes, il y a Kaf qui a Kaf final, ce sont des lettres finales, Mem qui a le même final, Nun, Nun final, P final, Sadé final. Voilà. Donc cette représentation a été établie par Dominique Aubier elle-même, en les rapprochant de la structure cérébrale. Ça a permis de le mettre comme ça. C'est une amélioration un petit peu de la présentation de l'alphabet pour le rapprocher de la structure. Alors, un système alphabétique qui donc, à un moment donné, quand il est ordonné, a des mécanismes qui vont jouer en lui, tel qu'il a été ordonné, et qui vont amener la création, et qui vont, à un moment donné, opérer une sortie et lancer la création. Et là, à partir de ce moment-là, dans la création qui devient quelque chose de physique, et le système va déléguer une structure, donc va se transformer en une structure. Donc les deux choses importantes, c'est le système et la structure. La structure qui va... c'est une structure de type cortical. C'est ce qui traduit ce qui est en ce qui fait, ce qui fabrique. Voilà. Et cet agent structural, délégué, modèle, va être le moule de tout ce qui va se faire dans la création. Et aussi, il y aura aussi une côté fractal où toutes les unités, tous les cycles qui vont apparaître dans le cosmos vont avoir cette empreinte de cette structure, plus ou moins évidente. Et elle va se déposer concrètement dans le cerveau des humains où elle sera observable. Voilà. C'est donc cette structure liée à système, donc c'est à la frontière du côté invisible des choses, du côté visible. On va du côté qui sait, du côté qui fait. Et il y a quand même donc une forme cérébrale. Disons qu'il y aurait la moitié d'un cerveau qui fait et l'autre moitié d'un cerveau invisible qui sait. Dès lors, qui s'ouvre dans la création. Dans le qui sait, il y a l'alphabet
alignés, et tous les sens qui se développent, parce que les mécanismes continuent à jouer pendant ce temps-là. Et donc dans la création aussi, de l'autre côté qui fabrique, il va y avoir aussi toute une histoire qui va se développer. Merveilleuse, hein. On n'en serait qu'au début. Voilà. Donc il y a une formule qui traduit ça, bien sûr qui figure dans les grands textes de la connaissance de la tradition hébraïque, c'est Asher. Asher, du Aleph, on dit l'Aleph, j'ai dit, contenait tout le système, et puis Reich, la structure cérébrale, de type cérébral, Reich Yokshin, une structure contenant avec une énergie qui circule, parce qu'il y a une énergie aussi, troisième critère, qui circule à l'intérieur du système et aussi à l'intérieur de la structure. Un agent qui circule et qui déclenche les opérations. Donc, Aleph, Shin, Reich. Alors, Shin, c'est parce qu'il y a c'est le verbe, c'est que il y a des étapes qui vont constituer aller de l'Aleph au Shin, au Reich, à la structure. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de parler. Salut. Voilà, c'est mon frère, Vincent, qui m'appelle. Donc, oui, Asher, Aleph, Shin, Reich, par le verbe, par le système du verbe, on va aller de l'alphabet à la structure. Mais on peut s'y aller le chemin inverse, comme on l'a dit. On pourrait étudier les différentes étapes de ce verbe pour revenir à le système. Donc on peut circuler de l'un à l'autre. Mais il faut considérer les deux. Et il y a une énergie qui circule, parce qu'on l'a dit, dans le Shin, il y a une énergie sur chacune de ces branches, ce bateau qui ne coule pas, il y a une énergie qui circule de droite à gauche. Et on pourrait aussi bien simplifier lorsque l'énergie est passée. Donc ces trois branches, c'est comme une grande branche, une mesure de cycle qui s'est faite, et surmontée de les points de l'énergie. Et là, c'est une lettre qui désigne ça, c'est le Vav. Il y a chacune des branches sont comme des Vav, mais l'ensemble ayant été accompli, l'énergie ayant traversé, c'est comme un Vav général, un cycle général qui est surmonté d'un point d'énergie. Et à ce moment-là, on écrit le terme qui veut dire lumière, Or, Aor, qui s'écrit Aleph, Vav avec un point au-dessus, Reich, Or. Donc vous voyez, Aor, c'est ce mouvement de lumière, de mise en lumière, qui arrive. Tout ça donc est lié. Et je fais une pause pour pas m'emmêler les pinceaux et les vaves. Donc on a vu qu'il y a un sens qui va développer le cycle, puis un arrêt, et un sens qui va aller un peu rapidement dans l'autre sens, qui va tout réintégrer. Mouvement très important qu'on retrouve à tout moment dans l'alphabet, parce que l'alphabet est composé de plusieurs sous-unités. Hein. À chaque fois qu'on considère deux lettres entre elles, ou trois lettres, ou quatre, des groupes, il y a aussi ces mouvements qui se passent, avec possibilité de revenir en arrière. Je prends l'exemple ici de ce qui se passe au début du BOP. Vous avez entendu parler de BOP, l'instance développe les choses. Kaf, Lamed, Mem, Nun. Alors, là, les choses se développent comme ça dans notre réalité, dans la vie d'un adulte. Voilà, on a plein d'expériences exaltantes qui vont nous amener de Kaf, on rentre dans le grand espace de l'âge adulte, du développement possible. Et puis, on a ensuite Lamed, à l'enseignement, qui nous vient des cycles précédents, du début, qui nous accompagne. Et puis, il y a le Mem, alors là, où l'homme devient, où l'expérience devient universelle, où on a fait le tour du monde, hein, de ce qu'on a à faire, en tout cas.
Et puis on arrive ensuite à l'étape Nun, l'homme civilisé, qui s'est accompli, l'homme accompli. Voilà. Et si à partir du moment où on atteint ce moment-là, eh bien on aura profit à retourner en arrière, à revenir à Nemala. Nemalech, exactement. Alors, j'en profite d'avoir c'est bien pratique, parce que l'on retrouve notre Nemala, mais il y a aussi, si on part du Noun, on a Malech. Alors, je vais parler tout de suite du Kaf, qui est la reprise de la première lettre contenante bet. Disons que c'est l'équivalent du bet au niveau du contenant du cycle de développement, qui sera le bop. Hein. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à un bet. Mais il n'y a plus le point. L'énergie est là, en fait, elle rentre, elle ressort au niveau du lamed au-dessus. Alors, donc on peut voir dans ce contenant une grande gauche, une grande droite dans laquelle vont se développer le cycle. Okay, voilà pourquoi on peut rapprocher Nemala de Mala de Melech. On est proche dans le sens. Voilà. D'ailleurs, il y a une gauche et une droite. Là, une gauche et une droite. Un grand qui fait et un petit dans Kaf final. Un espace. Voilà. Comme le et, qui est ici, a un côté gauche et un côté droit, et c'est la première fois qu'il y a une dualité qui apparaît dans l'alphabet. Là, c'est une grande dualité. Alors, pour montrer que c'est logique de penser retourner en arrière, c'est qu'au-dessus du Noun, et avant d'arriver à la grande phase d'assimilation, il y a un arrêt aussi, après le Noun final, après cette première évolution. C'est qu'à partir de la lettre Samer, qui est comme une boucle qui se referme, c'est comme un coup de sifflet, qui signifie, attention, le cycle va être bouclé. Et là, on est appelé à la lettre Ayin, qui est voir, la vue, la vision, l'écoute, la vision, là qu'on retrouve voir avec la gauche et la droite, d'ailleurs il y a deux branches. Puis il y a P, la parole. Alors là, on va commencer à armer la parole, pas forcément être encore prête, mais elle va armer la parole, mais la parole, elle peut se faire qu'à partir du moment où on a vu et pris une leçon. Hein. D'accord, on va pas parler comme ça. Moi, je suis un peu jeune pour parler, mais disons que j'ouvre j'ouvre le bal. Je commence tout juste à parler, c'est très basique. Après, c'est pour essayer de me racheter mes actions, mes erreurs de jeunesse. Donc après, P, il y a le tsadé qui est l'arrêt, alors là, total du cycle. Et donc il vaut mieux s'être préparé avant, avoir fait l'opération de revenu en arrière, intégrer les choses, pour se retrouver prêt à passer le pont difficile à la fin du cycle, essayer de tirer l'enseignement de ce qui s'est passé. Pas toujours évident. Ben non, c'est pas évident. Si on n'a que la pensée de gauche, on va pas y arriver. Si on fait juste que de récolter des informations sans avoir une capacité de synthèse, qu'une pensée analytique, ben ça va pas suffire, on va se perdre en fait. On va pouvoir organiser tout cela correctement. On n'aura pas les critères, les lois du verbe et des critères qui nous permettent d'assimiler ce qui a été vécu. Voilà. Donc au niveau du tsadé, prêt ou non, j'arrive. Ready or not, I'm coming. Ah, voilà. Et puis sinon on prend une fessée. Donc, voilà. Et puis après on arrive aux lettres d'assimilation, Kof, qui est une lettre qui récupère tout ce qui s'est fait avant. Reich, Shin, Tav. Et je dirais, je me donne l'occasion de dire que Kof, c'est 100 aussi. Voilà pourquoi ça a fait un peu tilt quand il s'agit d'essayer des 100 ans de Colette. Et là, ça a fait tilt quand même. Aussi, il faut quand même faire une opération d'assimilation peut-être, et de mettre en lumière des choses. Donc, voilà une motivation de parler aujourd'hui. Kof, Reich, Shin, Tav. On retrouve. À l'intérieur de ce petit cycle, il y a la possibilité aussi, là il y a un Vav qui redescend, de récupérer dans ce sens-là Shin, Reich.
Shir. Voilà. Bon, ça c'était important à dire, à signaler. Et qu'est-ce que je peux dire maintenant? Euh, je peux parler de l'actualité. Je pense, ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Moi, j'avais prévu de faire une intervention le 26 avril, une réparation, mais il s'est passé des choses depuis. On se trouve confiné chez nous, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus sortir. Le monde s'est arrêté. Et le monde s'est arrêté, mais alors, on peut dire universellement, quoi. Enfin, quasiment. Au moins sur la Terre. Peut-être au-delà du cosmos, qui retient son souffle. Oui. Alors, quand on est peut-être en coffre, parce que là, c'est le moment de faire des opérations d'assimilation. Ça me fait un peu sourire, parce que, avec l'auteur des livres sur l'histoire de cette famille montmartroise, Michel Gaspard, on s'est arrêté sur l'histoire du lapin, sur une sculpture assez énigmatique, qui avait fait beaucoup surpris en son temps, en 1840, quand elle a été faite, et qu'on peut observer, qu'on peut aller voir au cimetière du Père-Lachaise. Elle se trouve au milieu de la section du cimetière juif. Et elle est très curieuse. Il y a une sculpture de Préau qui représente un silence. Une réplique a été faite et mise dans la salle du lapin, parce qu'elle est assez impressionnante et elle invite les gens à se taire quand l'artiste va chanter. Voilà. Donc elle est juste d'ailleurs au-dessus de l'endroit où l'artiste chante. Et c'est un doigt comme ça, assez austère. Et donc, fermez-la, maintenant, l'artiste va chanter. Mais, donc, c'est une sculpture qui invite à faire des recherches. Et on a fait des recherches, lui a fait des recherches, moi j'ai fait des recherches. J'ai posé la question parce qu'il y a une inscription hébraïque dessus aussi. Donc c'est la tombe de Jacob Robles. Il y a une commande pour faire une statue au-dessus. C'est la forme d'une tête qui est enveloppée dans un drap et qui pose un doigt sur sa lèvre et qui fait les yeux demi-clos. Et dans un cimetière, donc on peut penser effectivement c'est cette frontière entre l'invisible et le visible, et ce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière, hein, la mort, la vie, voilà. Et qui invite à se taire. Alors par contre, ce qui est assez curieux, c'est que l'inscription, c'est Al Besseter. Elle a été traduite en latin par un contemporain, nom de Toulion, parce que Michel a vu, qui l'a traduit plus ou moins comme ni ténèbres, ni ombre de la mort. Et puis quand on voit le terme Al Besseter, donc Besseter, ça veut dire dans le secret. Alors, quand le cycle s'arrête, il y a un lieu que la tradition appelle le Seter Elion. C'est ce lieu-là, en haut, Seter Elion. Le cycle s'arrête au niveau de Sadé. Après, Seter Elion. Alors, on ne sait pas si cette sculpture fait référence à vraiment la mort, ou si c'est une situation générale où quand le cycle s'arrête, tout n'est pas vraiment fini. Il se passe des choses, des opérations, mais dans un confinement, confidentiellement, secret un peu. Mais il y a des opérations qui se font. Ce qui veut dire Albécéter, c'est que c'est le secret, Seter, c'est qui veut dire sa mère, qui s'écrit sa mère, Tav Reich, mais qui, dans le secret, mais qui avec Al Lamed, signifie un interdit, il ne faut pas. Donc ça signifierait, ce que m'a dit une amie israélienne, ça signifierait que ça ne restera pas secret. Voilà. Effectivement, c'est dans l'idée qu'il y a toujours un
les choses qui se sont passées vont toujours apporter de la lumière supplémentaire, toujours vers plus d'éclairage et de lumière. Et d'ailleurs, les livres qui ont ponctué la tradition hébraïque, on comprend toujours cette notion de vers toujours plus de luminosité, la clarté, la splendeur, etc. Voilà. Donc on s'est penché sur cette statue, si je puis dire, on a étudié pendant que l'histoire du coronavirus se développait. Et puis finalement, on s'est retrouvé voilà, confiné chez soi, à ne plus pouvoir rien faire, à devoir la fermer, mettre des masques. Voilà. Alors, sous cette statue, que j'invite à aller voir, tout le monde peut aller voir, je tombe Jacob Robles au Père Lachaise, il y a représenté un relief qui représente une coupe avec de l'eau, et dans laquelle boivent deux oiseaux, deux colombes, ou je ne sais pas. Donc d'après le site du Louvre, ça symboliserait l'âme, ces colombes symboliserait l'âme qui boit à l'eau de la mémoire. Je ne sais pas d'où ils tiennent ça, mais voilà. Donc c'est un peu ce qu'on a appelé à faire. Je dirais que ce serait le côté gauche et le côté droit de la conscience vont, parce qu'on a besoin du côté gauche pour aller chercher les informations dans la mémoire, et le côté droit pour les assimiler. On va boire ce qui s'est passé. Le fait de boire ce qui s'est passé, c'est aussi une façon d'assimiler. Dans la tradition, c'est important, ça aussi. Boire. Mais bon, boire le vin. On chante des chansons à boire, et c'est un peu l'idée générale. Il faut boire avant de mourir. Autrement dit, il faut assimiler sa vie et l'enseignement de sa vie avant de mourir. Et tout d'un coup, là, je pense à un moyen mnémotechnique qui va rejoindre le Némala, qui va rejoindre Salomon. Et le fait d'être tout ce qu'il écoute, et de pouvoir avoir l'intelligence à chaque fois, l'enseignement de tout ce qu'il entend, à tout moment, ça rejoint un peu ce que disait le petit-fils de Rachi. Alors Rachi, c'est un grand commentateur du Talmud qui vivait en France vers Troyes, Rachi de Troyes, vers l'an 1000 à peu près, et qui est une référence parmi les plus importantes des maîtres de la tradition hébraïque, et qui a en quelque sorte un système, il va essayer de simplifier l'accès aux notions de la Bible, de la Torah, pour qu'on puisse les comprendre. Il va opérer une simplification sans perdre le sens, mais de l'accès au sens. Voilà. Et son petit-fils, il en a deux importants, Ramtam, et puis je pense surtout à Rabbeinu Tam, son petit-fils, qui a écrit d'ailleurs le Ben Hayashar, le Sefer Hayashar, la droiture, dont je parlais de Yachar tout à l'heure, cette façon de retourner à l'envers. Et justement, il avait un système qu'on peut se souvenir qui est simple, c'est au lieu de compter 1, 2, 3, 4, disons pour les 4 phases du cycle que j'ai évoqué, il y en a 4 là, on peut dire 1, 2, 3, 4. Et lui, il compte 1, 2, 4, 3. Pourquoi ? Parce que pour se souvenir qu'il faut faire les opérations d'assimilation déjà dès le moment des développements. On ne va pas laisser passer le développement et après, ça risque d'être trop tard, on ne sera pas prêt. Donc il faut penser à faire des opérations, à utiliser les critères de pensée dès possible. Voilà, 1, 2, 4, 3. On va avoir ces réflexes tout de suite. Je pense que Salomon, ça voulait dire ça aussi. Alors, ça me permet de faire le point sur une notion importante aussi, qu'il y a des critères de connaissance. Il y en a plein. J'en ai cité 3 avec le fait de distinguer le système de la structure qui fait, et puis l'énergie qui circule. Et il y a aussi le Pardes, qui est une formule. Il y a la phase littérale où les informations rentrent dans un cycle, Pécha. La phase
Rémèse, qui est la phase symbolique, où les éléments vont se déposer, vont se gonfler symboliquement, comme les cotylédons d'un cycle, voilà, qui vont toujours se développer, germer puis se développer un peu. Et puis après, il y aura la phase d'Erer, qui veut dire le chemin, dans lequel va se développer là, toutes les expériences du cycle, tous les développements en tout cas. Vivre à fond, tout le développement, remplir la structure du cycle. Et puis il va y avoir finalement le Sod, qui est la phase où le sens apparaît. Sa mère, Vav, Dalet, à la fin. Sod. La dernière phase d'assimilation du cycle. 4 phases. Donc, j'ai déjà dit pas mal de choses. Et je parlais, là, j'étais revenu à ce que disait Rabbeinu Tam. C'est important à considérer. Donc, cette invitation à faire entrer la pensée droitière dans la vie, parce qu'elle n'est pas tellement développée. On parle beaucoup, évidemment, des sciences, et elle devient omniprésente, mais d'accord. Analyser, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir le comprendre. Ça fait penser aussi à cette pensée prévisionnelle typique dans le monde scientifique, où on essaie de faire des prévisions à partir des données qu'on a recueillies avant. Mais le problème, c'est que pour chercher ces tendances, pour repérer ces dérivés de tendances, ces régressions, eh bien, ça s'appelle d'ailleurs régression, mais il faut utiliser aussi la boussole initiatique, parce que là, il y a aussi une évolution. Et si, dans le chaînage des éléments à considérer pour opérer une tendance, il faut dériver aussi la boussole initiatique. Parce que là aussi, il y a des changements. Et voilà, dans le temps. Si on n'en tient pas compte, eh bien, votre tendance, elle risque fort d'être faussée. Il va manquer un élément. En plus, le premier rouage, au cœur de tous. Voilà. Donc on a tout intérêt, aussi bien dans les grands domaines où on fait les choses, où la vie se fait, d'intégrer cette connaissance. Il faut vraiment utiliser la gauche et la droite. C'est recommandé Salomon. La pensée de droite. La pensée de droite, elle n'est pas connue, c'est vrai. Il y a des critères. Il y en a plusieurs critères. Il y a des critères qui ne considéraient le système et la structure, mais la structure, c'est un cerveau. Alors, on a en nous-mêmes un cerveau. On porte un cerveau, capable de conscience. Il se trouve que l'être humain dispose de 2 étages dans le cerveau, alors que ce n'est pas le cas des animaux. Ils ont, pour ceux qui sont dotés d'un cerveau, d'un cortex, ils n'ont que 3 couches. La partie inférieure, l'étage inférieur, plus à l'intérieur. Tandis que l'être humain dispose de 2 fois 3 couches, un peu comme la vache, elle a 2 estomacs. On peut ruminer, voilà, et on peut réfléchir. On peut donc, comme je disais tout à l'heure, rapprocher l'un avec l'autre. Donc, ce qui va nous permettre donc de comparer, de réfléchir, et aussi d'être en phase avec le système qui, lui, est composé de ces 2 étages. Aussi, la structure roche, elle est composée de 2 étages, et notre cerveau l'est aussi, donc on est disons qu'on dispose en nous d'un modèle roche conforme aux roches, à la structure qui lance la création. On en a une image, on en a un reflet. Ce reflet nous permet, sans le voir directement, sans avoir une vision anatomique précise, comme on l'a aujourd'hui depuis peu de temps récemment, ce qui nous permet de voir dans la réalité, et ce qui fait que les maîtres dans toutes les traditions ont pu observer qu'il y avait dans la nature, dans la vie, des constantes, des normes, des archétypes, des choses. Et au cours du XIXe siècle et du XXe siècle, beaucoup d'ethnologues sont allés à la rencontre de ces sages et ont relevé des tas d'histoires de la sorte. Et Dominique Aubé, d'ailleurs, a repris ces éléments pour les rapprocher de la structure anatomique du cerveau, parce que ça, c'est très récent. Depuis 150 ans, on a observé anatomiquement le cerveau. On en a une vision médicale. On a observé qu'il avait les couches, des strates. 6 couches, 10 strates, et puis à l'intérieur des cellules différentes,
fusiformes, étoilées, pyramidales, etc. Et des fibres qui les relient, des fibres nerveuses, des axones, des dendrites, et voilà, donc des couches qui sont avec des arrangements arrangements de cellules cellulaires et fibrillaires très différents selon les étages. Il faut le considérer, c'est ça la structure. Et là, Dominique Aubier a fait le rapprochement entre l'anatomie, structure, et on dit au niveau médical que le fonctionnement s'inscrit dans la physiologie qui s'inscrit dans l'anatomie, directement. Alors, on va comparer à ce que a relevé les traditions. Il y a ceux qui l'ont relevé parce qu'on a évidemment le modèle. Ce qu'on va voir va être influencé et on va pouvoir voir des découpages et retenir des normes pour ceux qui essaient de déguiser leur conscience, bien sûr. Donc, ça a été relevé depuis l'origine de la conscience. Voilà, donc ça c'est important de le dire. On a une vision plus claire du cerveau et on a donc une clé de structure qui nous permet d'aller des normes de la structure cérébrale qu'on peut observer au système, parce qu'on peut comparer les deux et on voit effectivement, ou les trois, ce qui a été relevé par les traditions, ce qu'on voit dans la structure et ce qu'on voit dans le système des lettres. Ce qui a permis d'ailleurs à Dominique Aubier de présenter l'alphabet sous cette forme plus facile qui reliait déjà la structure du cerveau, clairement. Voilà. Alors, c'est aussi l'observation du cerveau est importante, parce que d'abord, elle valide ce que disent, et corrobore de manière scientifique ce que disent les traditions, et aussi l'observation de la surface du cerveau est importante, parce qu'on a dégagé des zones fonctionnelles, des aires fonctionnelles dans le cerveau, et notamment dans les aires auditives, des aires visuelles, des aires du sens, des aires associatives, et notamment cette fameuse aire du sens. Il y en a une à un endroit du cerveau où pénètre le sens. On voit quand il est lésé, souvent à l'occasion de blessures, c'est là que la science est aperçue, a pu établir une carte géographique du cerveau et de ses fonctions. Ça s'appelle l'aire de Wernicke. Alors ça justifie que dans un cycle ou dans une unité, il y a un endroit aussi, analogiquement, parce que c'est un cerveau, le cycle est un cerveau, l'unité est à l'empreinte du cerveau, il y a un endroit où pénètre le sens. Ce qui justifie que sur Terre, enfin dans la civilisation humaine, dans la société, il y a un endroit où pénètre le sens aussi. Donc ça convient au fait que la Palestine serait l'entrée du sens. Et c'est pourquoi aussi ça correspond au fait que l'alphabet utilisé pour le langage, pour le peuple qui est autocontact, le peuple hébreu, il utilise l'alphabet hébraïque qui est plein de sens. Alors que d'autres langages, le sens, lui, se trouve moins au niveau des lettres, mais plus au niveau des mots. C'est typiquement le cas de la culture gréco-latine. C'est à partir des mots qu'on va démarrer l'accès au sens. Des choses, on va nommer les choses et les mots. Mais pas au niveau de la lettre. C'est important de le considérer. Après, il y a les phonèmes, mais les phonèmes utilisés dans le langage occidental sont juste des phonèmes qui vont permettre d'articuler le langage. Donc on va être dans les zones auditives. L'alphabet arabe qui dérive bien de l'alphabet, qui a un voisinage proche de l'alphabet hébreu, qui est dans une aire auditive aussi. Il y a des aires visuelles qui vont, comme en Chine, utiliser des idéogrammes. Ce sont des aires visuelles, par exemple. Et puis il va y avoir des tas de zones intermédiaires qui vont associer le sens à l'aire de l'audition et l'aire de la parole, la phonation, les aires visuelles, des aires visuelles reliées aux aires auditives, toutes sortes de cultures et des alphabets qui vont être vont être conçus en réponse à la qualité fonctionnelle du territoire. Voilà, qui vont répondre à cette nécessité, à cette détermination. Voilà.
Et bon, Jérusalem se trouve être relié à Bereshit, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, non, je ne pense pas l'avoir dit encore. C'est que, effectivement, qu'on va regarder Bereshit. Si on part du Yod qui est travers du Bet, donc on a Yerosh, 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 dans ce sens-là, que d'une émergence à partir du Bet, du point. On ne dit pas Beresh, mais Yerosh, Yerushalayim. Enseigne dont l'enseignement se diffuse dans le monde entier. Mais bon, pas rentrer dans les détails de parler de Jérusalem, encore que c'est l'occasion d'en parler là. Yerushalayim, on voit le lien avec Bereshit à l'intérieur, où naît à partir de l'énergie qui sort du bête, du contenant, de Yerushalayim. Alors, on dit c'est Jacob qui aurait posé la tête sur la pierre, à l'endroit exactement de l'entrée du sens, à la tête cérébrale en phase, l'entrée du sens, qui rentre dans une tête, effectivement, dans la cérébralité de l'univers cosmique, traduction du système, à cet endroit. Et tout l'enseignement du côté du système, c'est ce qui se joue dans le système, eh bien, tout cet enseignement fait un lamed qui serait rentré par là, et d'où Jérusalem s'appelait avant, dit Luz. Lamed, l'enseignement, Vav avec un pointé au milieu, parce que l'énergie dans le Vav, elle monte selon c'est la mesure d'un cycle. Donc quand elle arrive à son premier degré, où l'énergie a fait son premier chemin, elle sort, et Zaïn, là c'est l'énergie est au-dessus, et en plus elle est victorieuse, c'est la victoire Zaïn. L'énergie sort, elle est équilibrée entre la gauche et la droite, et elle sort. Luz. Donc à l'enseignement de cette premier enseignement, on va dire, de cette mécanisme qui joue dans l'alphabet créateur, qui, à la fin de la première mesure, déclenche l'ouverture victorieusement, ça veut dire qu'il va y avoir un développement irrésistible qui va se faire dans l'univers. Quelle que soit les résistances ou l'obscurité. Voilà, pas de lumière sans obscurité, de toute façon. Voilà. Ça vous parlait dès l'origine. Là, j'ai parlé de beaucoup de choses. Pendant que je me demande où j'en suis, est-ce que j'ai terminé mon intervention? Est-ce que je vais arriver à la fin du cycle de mon intervention? Bientôt, je pense. C'est le moment de voir si ce que j'ai dit et si j'ai pas oublié des choses importantes. Oui, on disait qu'il fallait que se transmette la connaissance droitière, les deux façons de prendre les choses en main, les critères. Donc les critères, les normes, elles sont visibles dans la structure du cerveau, surtout quand on les rapproche du système, de l'alphabet, et des enseignements des traditions, et avec la précision qu'apportent les sciences, l'observation. On a là l'occasion de faire un saut de conscience. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette pause, cette grande pause. Le monde est stoppé. Comme certains, je crois, c'est Don Juan Castaneda qui disait que le monde, il fallait qu'il soit stoppé à un moment donné. Bon, ben, le monde est stoppé, et profitons-en pour faire des opérations de conscience. Comme l'invite peut-être cette sculpture de Préau, sur la tombe de Robles, Jacob Robles. Ça ne s'arrête pas, c'est pas fini. C'est là, au contraire, que se passent des choses très importantes dans la mémoire. Chacun est invité de puiser dans sa mémoire. Et c'est l'occasion aussi de parler un peu de cette situation avec ce virus, qui c'est quand même pas anodin, parce que Corona appelle à la couronne. Alors, coronavirus. D'abord, je remarque que c'est coronavirus Covid-19. Alors, 19, c'est le 19e rang dans les lettres de l'alphabet, c'est le Kof aussi. La 19e lettre de l'alphabet, c'est le Kof. Donc la dernière partie, la partie supérieure. Donc ça invite aussi à cela. Ça me rappelle, je faisais la queue dans cette mois de décembre, c'était juste avant. Bon, on parlait déjà beaucoup du coronavirus,
début janvier, je sais plus, avant le confinement en tout cas, je faisais la queue, puis dans un magasin, on demande de décliner son identité à la fin pour avoir des points, pour pouvoir rentrer ce qu'on a acheté et récupérer, et avoir une réduction. Donc elle a cité son nom, et elle a dit qu'elle s'appelait Corona. Et votre prénom? Rosa. Corona Rosa. Et là j'ai pensé, mais il y a le coronavirus, mais il y a le Corona Rosa. Alors la Rosa, ça m'intéresse beaucoup. La rose, c'est la vérité. Bon, donc j'ai retenu ça. Et la couronne. Très important. La notion de couronne. C'est plusieurs choses. D'abord, le coronavirus, il serait parti d'une personne qu'elle aurait contacté d'abord, et après, ça aurait contaminé, une seule personne aurait contaminé plein de personnes. Ben, j'espère dans la connaissance, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a la lumière, reçoit une lumière, un mètre, puis qui le transmet aux autres, qui contamine plusieurs autres. Donc il faut espérer qu'il y ait suffisamment de contaminés pour, du côté Corona Rosa, hein, Roche, Rosa, la couronne, par rapport au coronavirus. C'est ce qu'on peut espérer, que la lumière soit assez forte. Il faut qu'il y ait de l'énergie. Voilà. Donc Dominique Aubier a certainement amené beaucoup. Et ce que j'ai dit, mais il faut quand même le préciser, que Dominique Aubier elle est d'ascendance espagnole par son père, moi par ma mère, d'ascendance espagnole. Je ne me compare pas du tout en puissance de conscience à Dominique Aubier d'ailleurs, mais je témoigne juste en tant que lecteur. Donc Dominique Aubier est en contact évidemment avec Don Quichotte à un moment donné. Cervantes, histoire comme moi, j'étais entouré chez moi de figurines, de livres, de portraits, enfin, des portraits moi, mais des figurines de Quichotte, bien sûr, plein d'objets. Et très énigmatique, évidemment, cette figure. Donc, elle était entrée en contact, elle a été écrivain, elle écrivait des romans, et puis à un moment donné, on l'a critiqué pour un livre où elle avait utilisé un procédé un peu original, mais son ami qui était libraire espagnol lui dit mais tu as copié Don Quichotte. Alors là, ça l'a marqué, mais non, elle n'était absolument pas copié Don Quichotte. Donc elle s'est précipitée pour lire Don Quichotte, elle a relu, et elle a été contaminée, on pourrait dire, gravement contaminée par Don Quichotte et Cervantes. Et elle s'est demandé, parce qu'elle était sensible, elle a fait des études d'anthropologie, etc. Donc elle a senti le structuralisme, et elle a senti qu'il y avait elle pensait qu'il y avait peut-être une structure. Et alors elle s'est approchée, on a parlé autour d'elle, et comme elle connaissait du monde à Paris, elle a eu, pu avoir des contacts chez des écrivains qui s'intéressaient à spécialistes du soufisme, d'autres choses, et finalement elle est tombée aussi, donc ça correspondait, mais ça correspondait particulièrement bien à la Kabbale. Ça lui a été confirmé par Alexandre Derginski, dont elle a eu le contact, qui est venu la voir tout de suite, en disant on m'a dit que vous cherchez, vous avez des interrogations mystiques, enfin, votre esprit, voilà, d'ordre d'inquiétude d'esprit par rapport à ça. Donc il est venu la voir et il a écouté. Elle lui a décrit les structures qu'elle voyait dans Quichotte. Et il a dit mais moi c'est tout à fait ça. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre la Kabbale, vous le connaissez déjà, mais je vais vous donner des tas de livres. Donc elle a appris, donc il lui a donné plein de littérature. Et puis je sais qu'elle a suivi aussi des cours. Je crois que c'est Abraham Epstein ou d'autres à l'époque. Plusieurs enseignants. Donc elle a Et puis elle a travaillé beaucoup dans les sciences, par rapport au cerveau, et tout, dans tous les domaines. Elle a écrit beaucoup. Et voilà, c'est pour situer un peu le travail de Dominique Aubier. Et donc le Zohar est bien à l'arrière-plan de Don Quichotte et Cervantes.
mais toute la tradition, et il ne faut pas oublier aussi que il était quasi contemporain avec Luria, Rizal, donc, à cette époque. Il était un peu plus âgé, Luria, donc ils étaient contemporains. Et donc il y a eu un... Je dis pas qu'ils ne se sont pas rencontrés, mais il y a eu simplement ils étaient contemporains. Donc il y a des mûrissements aussi dans l'avancée des, quand je dis des mécanismes du système général cosmique qui font qu'ils étaient ensemble au même moment. Voilà. C'est important. Cette proximité de temps. Voilà. Pour situer Dominique Aubier, son travail, revenir vers elle, et donc je parlais de l'importance qu'elle aurait aussi de disséminer, de contaminer dans le bon sens ses lecteurs, dont je fais partie, je témoigne aujourd'hui. Alors, Dominique Aubier a réalisé une énorme œuvre, vous pouvez retrouver facilement. C'est une dame, elle est décédée à 92 ans, donc l'âge de 92 ans, je crois. Ma grand-mère est décédée en 94, elle est décédée en 2014, et elle a fait un gros travail, mais avant, en 2011, à la fin de sa vie, elle a préparé un travail sur DVD, sur vidéo, parce qu'elle avait du mal à écrire, elle avait eu une varicelle, elle ne pouvait plus écrire, donc elle est passée sur un support vidéo. Plusieurs vidéos ont été faites d'elle, et à un moment donné, donc elle a acquis de l'expérience pour transmettre l'enseignement par vidéo, ses réflexions, mais aussi un travail pédagogique. Et en 2011, elle a préparé quelque chose pour anticiper, puisqu'on parlait beaucoup à l'époque de l'Apocalypse selon les Mayas, donc qui devait arriver entre le 8 mars et le 28 octobre 2011. Et elle a conçu une série de DVD explicatifs de révélations, parce qu'Apocalypse veut dire révélation aussi. Donc pour contrecarrer, pour infléchir l'impact d'une destruction où l'univers se délite parce que la conscience n'a pas fait son travail, n'a pas reconnu les choses, et l'univers qui est quand même une conscience pourrait s'écrouler. Donc un travail de révélation au moment où il faut le faire pour tenir la route pour la suite, pour repartir. C'est un travail à faire au niveau de chaque cycle, donc il faut le faire. Et donc elle a fait un travail spécifique. Il y a eu Fukushima, tout le monde le sait, donc le 11 mars, peu de temps après le début de cette enveloppe cyclique de l'Apocalypse, prévue par les Mayas, annoncée par les Mayas. Et elle a fait donc un travail, tout ce que je dis, mais alors très en détail, très approfondi, et tout ce que je dis, donc elle explique les choses dans le détail, notamment les mécanismes qui se passent dans l'alphabet, qui sont passés dans l'alphabet, inférés, déduits par une pensée droitière, qui remonte les choses, en observant l'alphabet tel que ce qu'en dit la tradition, et les éléments qu'elle a pu, les éclaircissements qu'ont pu apporter la connaissance du cerveau, visible, ce qu'on appelle la 23e lettre, qui est la connaissance du cerveau. Alors la 23e lettre a été annoncée depuis longtemps. C'est une lettre structure qui permet de circuler, au modo, de la structure au système. Et cette 23e lettre, annoncée par notamment un kabbaliste catalan au XIIIe siècle, je crois, présentée sous la forme d'un chine à 4 branches. C'est en fait une lettre qui est apparue très tôt dans la Torah, qui était effacée dans les éditions modernes et qui existe dans les éditions anciennes, sous la forme d'un 0, d'un 9, vocalisé avec en dessous. Vocalisé dans Juge 22, je crois. Et qui représente la connaissance des critères cérébraux, de la structure cérébrale. Évidemment, elle peut arriver à maturation. Alors cette conscience cérébrale et corticale associée à la système,
elle est là dès le début de la création. Le système, qui est toute conscience aussi, n'oublions pas que Aleph se dit Aleph, Lamed, P, la parole, donc l'enseignement parlé aussi, qui est là depuis le début. Donc il y a une intelligibilité, auto-intelligibilité, une intelligibilité qui accompagne chaque évolution du système. Simplement, il y a des développements et des mécanismes qui se mettent en place, qui se développent dans l'univers. Voilà. Donc, cette 23e lettre, elle arrive à terme, elle est mûre, quand on a une vision de la structure du cerveau cérébral observée scientifiquement par les forces, par le pouvoir de gauche d'observation. C'est le cas. Donc là, la 23e lettre, elle est vraiment là. Et en tout cas, Dominique Aubé l'a assumé, elle l'utilise. Donc ça, ce sont des atouts importants. On est appelé à s'y référer, à connaître les critères du cerveau. Il y en a plusieurs. Je vais en citer un, d'ailleurs, à l'occasion de... On parle de Fukushima. Il y avait à ce moment-là, donc, une menace. Une menace, cette fin de cycle d'arrêt, c'était la contamination de l'air ambiant par des radiations nucléaires, les particules émises par les cœurs des réacteurs dans l'air, dans tous les milieux, hein, l'eau aussi, contaminant l'air de la planète. Alors c'est ce qu'on appelle le dehors-dedans, c'est un des critères. Dehors, les choses se passent d'abord à l'extérieur, dans le BIP, dans la première partie du cycle, ça c'est aussi un norme, le BIP et le BOP. Alors dehors, et puis quand on fasse une phase BOP de développement, ça passe dedans, et effectivement, la menace aurait évolué après quelques années, en 2020, elle serait passée à l'intérieur, dans le cycle de l'air, dans l'air, où ça se passe à l'intérieur de la respiration, la menace biologique, qui peut se transmettre par le souffle, par la respiration. Voilà. Donc on est sous le coup de cette menace, et si on suit la logique, où Dominique Aubé avait infléchi les choses, c'est à nous de porter notre témoignage, comme on a entendu la leçon. Il y avait un petit problème technique quand Dominique Aubé a fait les DVD. Dominique Aubé, c'est très difficile de la suivre sans revenir plusieurs fois en arrière. On écoute, on comprend ce qu'elle dit, c'est clair. Mais tout de suite, on est amené à comprendre quelque chose, et ça nous amène à penser à autre chose, on revient en arrière, et puis à chaque fois, on repense à des nouvelles choses plus complexes, et on est obligé finalement de revoir plusieurs fois le DVD, ce qui fait que le DVD n'est pas fait pour être revu sans arrêt, revenir en arrière, repartir, donc il s'use rapidement. Et heureusement, on a remédié à ça, depuis 2 ans, c'est disponible sur clé. Donc son enseignement, très utile aujourd'hui, que chacun est invité à se procurer, à avoir, à étudier, parce que c'est un enseignement complet, qui est un peu la synthèse de tout son travail. Il y a plusieurs heures, mais il y a une vingtaine de DVD, qu'elle appelle Cinécode. Voilà. Et donc c'est à voir. Et aujourd'hui, il faut... c'est important de montrer qu'on a pris le message. On dit, voilà, on a compris, on l'a reçu. Et notamment, ce qui est important, c'est Corona. Alors, la couronne, c'est, après avoir fait tous ces préambules, je peux dire, donc la couronne, il y a aussi le système, le cerveau, mais il y a aussi une énergie qui circule, et il y a aussi des états physiques qui ont été constatés dans un cycle, des points, des nœuds d'énergie qui distribuent la circulation d'énergie dans un cycle, comme dans le corps, ça a été représenté par les séphirotes. D'ailleurs, Sépher vient de livre. Alors les séphirotes, ce serait l'empreinte de l'alphabet dans la matière. Notamment les 10 premières lettres de Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, qui vont comme des serres de l'aigle, dit Dominique Aubier. Entre parenthèses, l'aigle se dit Necher. Donc là, le Noun, la personne, je disais, c'est l'homme civilisé. Shin Reich, on retrouve le chien, Necher.
Donc les cerfs de lait qui vont pénétrer dans la matière, qui vont mettre leur empreinte, et il va y avoir une dizaine de nœuds d'énergie, relevés par Isaac l'Aveugle en Provence, qui constitue une part de la Kabbale, des outils de la Kabbale, et qui en comporte 10. Donc, il y a 3 séphirotes de tête, la couronne, Keter, 2 séphirotes à gauche et à droite au niveau de la tête, Bina, Chochma, Bina, Chochma, Bina, et après 7 au niveau du corps. C'est assez curieux parce que ça veut penser que le cerveau, il a 3 couches supérieures et 7 strates en dessous. Il y a 3 couches en bas au niveau du corps, mais 7 strates. Oui, je disais tout à l'heure que l'homme réfléchit en rapprochant les 3 couches supérieures des 3 couches inférieures, ou inférieures supérieures. Mais les animaux n'ayant que 3 couches inférieures sont amenés ils n'ont pas cette réflexion, mais sont en prise directe avec la réalité, l'instinct. Alors, la couronne, c'est ce qui orne l'entrée du système dans la structure, dans la création. Au niveau de la tête. La tête est Reich. Et comme c'est la première séphira, Dominique Aubier dit que ce serait la première séphira, on s'en serait à la première séphira au niveau cosmique. Et il faut que la conscience valide cette première cycle d'énergie dans l'univers. Et qu'est-ce qui peut le valider consciemment? C'est la conscience dans l'univers. Et qui porte la conscience dans l'univers? C'est nous. Donc consciemment, nous devons répondre et valider cette conscience, de reconnaître l'alphabet créateur qui nous code. Donc du coup, ça nous oblige à considérer que notre vie, c'est pas de n'importe quoi. On est relié à une structure et à un système, une énergie qui nous habite, qui circule en nous comme dans un cycle, avec plusieurs moments importants. Donc, je ne vais pas parler des séphirotes, ils sont très bien développés par Dominique Aubier aussi, dans son travaux, je ne peux pas en parler maintenant. Voilà. Mais donc il y a des normes à considérer par la pensée droitière dans le système, dans la structure cérébrale et aussi dans les séphirotes. 3 façons, 3 retables, dit Dominique Aubier, pour aborder la réalité, pour avoir 3 tableaux pour être bien conscient quand on voit les choses, quand on les entend, quand on les écoute, quand on les vit. Voilà. Chacun est invité à faire. Et là, je pense que j'arrive au terme de ce que j'avais à dire. Parce qu'il fallait dire oui, on reconnaît l'alphabet. J'ai assez dit, je pense, pour une première intervention, pour cette intervention. Et donc, il va falloir maintenant passer à l'enseignement. Alors, Aleph, reconnaître Aleph, c'est aussi reconnaître Aleph, Lamed, P. P, c'est la parole, Lamed, c'est l'enseignement, Aleph. Donc, on revient par la parole à l'enseignement d'Aleph. Ce que je fais. Donc, je retourne un peu à l'envers, là. Voilà. Donc, c'est une manière de dire oui, je reconnais Aleph, le système Aleph, et sa structure. Et j'essaie d'aller de l'un à l'autre et j'essaie d'être conscient. Une manière d'aller au bout en partant de Nirmala, d'en arriver à ce niveau-là. Alors, puisqu'on va parler de la dernière partie, on parle de ce qu'il en sera demain. Si on reconnaît, si on fait cet effort de conscience, de réflexion, de la mémoire, et si on s'équipe des normes, de la boîte à outils, de la pensée droitière, en plus de la pensée gauchère, très développée avec les sciences, alors on pourra reprendre le chemin de la vie, et la vie sera beaucoup plus favorable parce que on aura répondu à sa mise en demeure de la reconnaître pleinement. Parce qu'elle n'est pas reconnue pleinement, reconnue qu'à moitié. Je pense que la moitié à gauche le voit. À ce moment-là, on pourra repartir sur de meilleures bases et on pourra réenchanter le monde, parce qu'avec cette pensée, avec cette vision, le monde redevient magique, à nouveau. Il l'est. Et c'est là que
Dominique Aubier avait fait la rencontre parce qu'elle s'est toujours intéressée beaucoup au cinéma, et notamment, euh, elle était très amie avec ce cinéaste italien, j'oublie son nom. S'intéresse au cinéma, elle était critique cinématographique aussi, beaucoup. Puis elle s'est intéressée après au cinéma indien, et récemment, dans les années 2000, 2005, 2006, qu'elle a fait beaucoup de travail. Elle utilisait le cinéma comme support pédagogique parce que c'est une petite histoire qui se raconte dans un film. Donc c'est pratique d'utiliser, de voir pour les cinéastes et réalisateurs qui ont été inspirés. Hein, il y a des films qui sortent qui sont vraiment précieux pour voir les normes se développer. Donc c'est une très bonne façon d'utiliser le cinéma pour travailler. Voilà, ce que je voulais dire, pour accéder à la pédagogie, pour apprendre soi-même et avancer sur ce chemin d'intégrer les normes de la pensée droitière. Et le cinéma indien l'a fait d'une manière magnifique pendant une bonne dizaine d'années, pendant une quinzaine d'années, dans les années 90, milieu des années 2000. C'est des films grand Bollywood. Il y a Chopra et des films extraordinaires qui présentent le monde avec une inspiration. Vous pouvez les voir, il y a vraiment un enchantement dedans. Si on se laisse prendre, et on est gagné par ce qui pourrait être le monde de demain, un peu, j'espère. Réenchanté. Alors, c'est quand même une société qui n'a pas vraiment perdu le contact avec la tradition. Il est à la fois extrêmement avancé technologiquement et scientifiquement, mais qui a gardé toujours des rituels très forts qui ont indirectement gardé peut-être en veille une certaine sensibilité, sans le comprendre les choses, une certaine sensibilité et peut-être une façon de vivre un peu moins inconséquente, d'une certaine façon. Il y a des problèmes, bien sûr. Cet excès de ritualisation fait qu'il y a des problèmes dans la société où elle est trop rigide aussi. Mais de ce côté-là est beau et nous, on a perdu une certaine fraîcheur, un sens du symbolisme, des choses comme ça, qui est toujours présente dans cette société qui est en gardée. Voilà. Donc, il faudra se référer au film indien et il y a matière de pédagogique là. Dominique Aubier disait même que c'était qu'un nouveau Sinaï, c'est-à-dire que tout le monde est là, convoqué, présent pour voir les lettres, parce que les lettres hébraïques là sont traduites dans les films, dans leur potentialité. Une inspiration qui est un petit peu, comme je disais, je parlais de Luria et de Don Quichotte, Cervantes, même époque, ben, on vit dans une époque finalement tout se tient, donc il y a une mise en demeure, il y a des pressions cosmiques, et une chose sort ici, mais une chose sort là. C'est très bien, on en a besoin. Voilà. La vie, c'est mieux que nous, elle est notre professeur, notre meilleur professeur. Donc, mais il faut la regarder, il faut l'étudier, il faut avoir les moyens, les outils pour cela. Voilà ce que j'invite à faire. Et je pense que j'ai donné assez d'ouverture vers ça. Voilà pour parler de Shia. Et ben dans ce qu'on fait, moi je chante en cabaret. Donc j'essaie dans mon travail aussi, dans ma façon de considérer l'historique, l'histoire du lapin, le lapin agile, d'utiliser les normes aussi, des critères. On est invité à le faire chacun dans son travail, que ce soit l'artisanat, ou là c'est la musique ou la chanson, et puis dans sa vie aussi, dans sa famille, dans son quartier, à tous les niveaux. Il faut réenchanter le monde, c'est possible. C'est vrai qu'il y a eu cette grande réification du monde au début des sciences, au XVIIe siècle. Bon, ben le temps est venu où il faut le réenchanter et on peut le faire. C'est ça la bonne nouvelle. Moi, ça m'avait traumatisé quand, à l'époque où je faisais des études, et mon prof de philosophie disait mais la science c'est l'avenir du monde. C'était horrible. Je ne peux pas supporter. Et je sais que ça fait partie des recherches que j'ai essayé de faire. Je ne pouvais pas croire ça. Donc, j'ai rencontré Dominique Aubier. Ça m'a fait du bien. Voilà.
à la vie, à l'amour, à l'esprit. Et à bientôt pour se déconfiner et se retrouver. Voilà ce que j'avais à dire. En même temps, c'est une longue intervention. Je me présente un peu. Je présente un peu ma famille. Et aussi, je sais que si on a 1000 heures de visionnage sur YouTube, à ce moment-là, on accède à la possibilité de développer, pourquoi pas une télé lapin. Donc, c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude parce que nous, on chante sans micro, sans sono, sans vidéo et directement avec le public. Donc cette proximité, c'est magnifique, c'est la vie. Mais pourquoi se priver d'un moyen aussi de diffuser les choses plus largement. Donc on va peut-être développer un petit télé-lapin, en tout cas dans les moments, parce qu'on risque d'avoir des moments de confinement qui vont se produire, parce qu'on vit vraiment une époque de transition, pas évidente. Profitons-en aussi pour aller dans le bon sens, pour semer demain. Vous voyez, il y a possibilité de se réenchanter, on le sent, mais moi je le confirme à ma manière, je le témoigne. Et j'espère en tout cas nous retrouver. Et voilà. Donc voilà, diffusez, regardez-le, ce que j'ai dit, revoyez-le, pour comme ça fera, on se rapprochera des 1000 heures. Il suffit que une heure, vue 100 fois, ça fait 100 heures. Déjà. Allez, je vous embrasse tous. À bientôt. Et à jeudi pour notre direct à 18 heures avec avec les artistes et les amis du Lapin qui nous rejoignent. Je sais que Michel Gaspard voulait dire un texte d'un poème d'un des poètes qui a fréquenté le Lapin. Donc on le retrouvera bientôt, j'espère aussi, le public. C'était Frédéric Thomas. En direct enfin en direct non, mais je vais le mettre bientôt sur YouTube du Lapin Agile ce 26 avril 2020. Il est 19 heures.